C'est parti. Bonjour, je suis Nicolas et je vous présente Radio Bordeaux. Bordeaux, c'est la nouvelle agence digitale qui revisite l'immobilier et vous fera partager son expérience terrain de tous les jours. Bienvenue sur Radio Bordeaux et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, c'est Radio Bordeaux. Aujourd'hui, pour notre seconde émission, je reçois Fabrice Libat, notre super gérant de la société Bordeaux et surtout spécialisé dans le courtage en financement. Mais qui dit banque dit que l'on va aborder les fameux prêts immobiliers et surtout le comportement des banques vis-à-vis des futurs acquéreurs sur cette fin d'année et sur le début d'année 2020. Mais avant d'aborder ces questions, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Fabrice Libat, je suis issu du monde bancaire. Après avoir été responsable de la gestion privée du LCL pendant 5 ans, j'ai bifurqué dans le courtage, d'abord chez un grand courtier national. Puis j'ai créé ma propre structure depuis 7 ans maintenant. Et c'est là que j'ai fait ta connaissance, Nicolas. Pourquoi Bordeaux ? L'idée de Nicolas m'a séduite quand il me l'a présenté parce que c'était pour moi naturellement un complément idéal à mon activité de courtier. Tu avais des demandes en fait. On avait des clients qui par exemple faisaient un pré-relais et qui n'étaient pas forcément bien servis par des professionnels ou qui avaient essayé de vendre par eux-mêmes leurs biens, qui se retrouvaient dans des situations un peu inextricables et qui avaient besoin d'avoir un conseil, d'avoir quelqu'un qui allait les aiguiller et les aider à vendre leurs biens. Donc en plus, quand je t'avais parlé du concept Bordeaux avec la réalité virtuelle digitale, plus ton activité, ça a fait tilt. Ouais, ça a fait tilt parce que j'avais pas envie d'être un agent immobilier classique, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sexy, entre guillemets, quelque chose qui soit un peu plus moderne. Donc tout ça mis bout à bout fait que l'idée m'a paru tout à fait cohérente. Et on a créé Bordeaux. Et voilà. T'es gérant. Exactement. Donc super. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, dans ton domaine. On va parler prêt immobilier. Première question que tout le monde se pose, que ce soit futurs acquéreurs ou ceux qui recherchent activement leur coup de cœur en biens immobiliers, maisons, appartements. Quelles sont les tendances de taux en cette fin d'année ? Alors, déjà, on va faire un bilan sur l'année passée, et même un petit peu plus loin. Ça fait environ 2 ans qu'on dit à nos clients tous les mois, c'est le taux le plus bas que vous aurez. Et depuis 2 ans, les taux n'ont fait que baisser. Aujourd'hui, les grilles de novembre sont tombées. On a certains banquiers qui sont en train de remonter les taux. Alors, remonter les taux, on parle de... c'est un grand mot. Oui, c'est vraiment un grand mot. Et c'est plutôt un comportement de stop de la part des banquiers pour dire, voilà, j'ai fait suffisamment de chiffres, je vais remonter un petit peu les taux. Parce qu'économiquement, il n'y a rien qui justifie une hausse de taux maintenant. On est plutôt, à mon avis, reparti pour une légère baisse en début d'année. Donc, si on doit se projeter sur les durées d'emprunt et mettre en face des taux, alors on parle bien de taux nominal, on ne parle pas de TEG. Tiens, justement, avant de parler de durée de taux nominal, TEG, il y a même eu des tendances comme quoi on pouvait attaquer sa banque parce que le taux n'était pas bon. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, tout à fait. Alors, là, on rentre dans de la technique, mais qui est surtout liée à la protection de l'emprunteur. Le législateur a décidé un jour qu'il fallait mettre en place le TEG, le taux effectif global. Ce taux effectif global, c'est le taux du prêt, donc il va servir à calculer la mensualité, auquel on va rajouter tous les frais annexes. Les frais de dossier, les frais de courtier, il y en a de temps en temps. Oui. Les frais de garantie, les frais de garantie, par exemple l'hypothèque. On va mettre tous ces coûts dans le coût total du prêt et on va recalculer un taux. Ce taux, il veut tout dire, mais il veut surtout rien dire. Souvent, les clients nous disent « Oui, mais le TEG, c'est combien ?» Et ils vont regarder le TEG pour essayer de calculer leur mensualité. Rien à voir. C'est le taux nominal qui va servir à calculer la mensualité. D'accord. Donc là, dans le cas présent, si on doit comparer, si on doit faire un baromètre des taux, quand même bien le faire les courtiers, on va parler de taux nominal. Donc, je le répète, le taux nominal, c'est celui qui va nous servir à calculer la mensualité qui vous sera prélevée tous les mois sur votre compte. Si on part on va prendre des grandes maturités, on va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans. Aujourd'hui, un bon taux, c'est quoi ? C'est un taux qui va correspondre à un dossier qui a un petit peu d'apport, les frais,
donc frais de notaire. On parle toujours à peu près de 10%. Ouais, c'est ça en gros. En gros, donc il y a 8% de frais de notaire, on rajoute les frais de garantie, les frais de dossier, on arrive sur les frais annexes de 10%. Sauf si on a une agence immobilière qui prend énormément cher. On en reparlera dans notre podcast certainement. Voilà. Nous, on est aux honoraires fixes et uniques à 9 990. On le répétera jamais assez. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc, on va partir sur un prêt classique de 10% d'apport, 30% d'endettement, couple de salariés en CDI, voilà, le dossier standard. Avec un enfant. Voilà, quelque chose de standard. Qui cherche une maison. Exactement. Sur 25 ans, des bonnes conditions aujourd'hui, 1,40. Sur 20 ans, 1,20, 1,25, plutôt 1,25. Sur 15 ans, on va être aux alentours de 1. Sur 10 ans, on va être aux alentours de 0,80. Alors tu vas peut-être me dire que 10 ans et 15 ans, c'est plus des personnes qui sont proches de la retraite. Soit des personnes qui sont proches de la retraite, soit des personnes qui ont des revenus conséquents. Donc là, on va parler de gens qui gagnent 10, 15 000 euros par mois et qui peuvent se permettre d'aller emprunter 300, 400 000 euros et de mettre sur 10 ans. Donc la plupart des prêts, 80% des prêts, 25 ans, 90% des prêts au-delà de 20 ans. Donc c'est vraiment la maturité moyenne chez les Français, entre 20 et 25 ans de financement, mais on commence à percevoir les premiers signes d'un allongement des durées. Il y a une dizaine d'années, les banquiers avaient été frileux, ils avaient réduit la durée, donc on n'allait pas au-delà de 25 ans, et même on était même frileux sur 25 ans, là on ne l'est plus. On va se projeter sur 30 ans parce que les taux sont tellement bas qu'on peut aller sur 30 ans et gagner du budget. Donc 30 ans, allez on va dire un bon taux sur 30 ans, 1,60. Mais ça on l'avait connu ensemble quand tu t'occupais de mes financements. Pour certains de mes clients, il y avait une fameuse banque espagnole, pour ne pas citer le nom, qui faisait du 30-35 ans. Du 40, voilà. Ouais, même du 40. Alors à l'époque, tu ne me l'as pas préconisé, mais qu'en penses-tu aujourd'hui si on le met sur le côté français bancaire 30 ans? Si le taux est bas, il n'y a aucun problème. Pourquoi quand on a fait du 30, 35 ou du 40 ans à des taux de 4 ou 5%, pourquoi c'était pas cohérent? C'était pas cohérent parce qu'il y avait un tel écart de taux entre le 25 ans et le 30 ans que ce que vous alliez gagner en allongeant la durée de 5 ans, vous le perdiez sur la hausse de taux. Aujourd'hui, quand on parle de taux sur 30 ans à 1,60, il faut vraiment se le dire, c'est exceptionnel. 1,60 sur 30 ans, vous allez gagner sur une mensualité, admettons, de 200 000 euros. Par rapport à 25 ans, vous allez gagner 60-70 euros. C'est ça qui va peut-être faire la différence et qui va peut-être vous permettre de rajouter une chambre dans votre maison. Alors j'exagère un peu, mais si on fait 70 euros sur 25 ans, on rajoute 20 000 euros au total. Avec un coût global qui est faible, on va rajouter 15 000 euros sur un budget de maison. Ça, tu parles peut-être plus pour des jeunes acquéreurs, primo-accédants, primo-accédants qui aujourd'hui, si ils envisagent d'acheter à la trentaine d'années, faire 30 ans alors qu'on n'est pas encore à la retraite, c'est pas dénué de tout sens. Non, c'est pas dénué de sens parce qu'il faut aussi prendre une autre stat qui est très française, c'est que les prêts ne durent en moyenne entre 7 et 10 ans. La durée de vie d'un prêt, c'est entre 7 et 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on emprunte sur 7 et 10 ans. Ça veut dire qu'entre 7 et 10 ans, on aura revendu, on aura eu un héritage, mais c'est plus souvent revendu. Oui. On aura eu un accident de la vie qui aura fait que on ne sera plus dans cette maison-là. On aura eu un bonheur de la vie qui fera qu'on a eu un bébé et qu'il faut une chambre de plus. On aura été muté, on aura eu... Ou un malheur de divorce. Ou un malheur de divorce, tout à fait, oui. Qui va faire qu'on va reconstruire quelque chose à côté et qu'on ne va pas aller au bout de son prêt. Donc ce qui est important quand on va faire un prêt immobilier, certes le taux, combien je vais payer tous les mois, mais le but c'est pas avoir le couteau sous la gorge. Il vaut mieux prendre une durée longue avec des taux bas, ça vous grèvera très peu votre coût global, et sachant que vous n'allez pas aller au bout. Le coût global qui est inscrit sur vos offres de prêt, c'est le coût si vous allez au bout des 25 ans ou au bout des 30 ans. Quand tu parles des intérêts, jamais. Par tout fameux intérêt à rajouter sur ton prêt. Exactement. Maintenant, je vais me mettre du côté du particulier lambda, qui, peut-être pas un primo-accédant, mais qui se pose des questions. Par exemple, à un moment, tu as parlé de frais de garantie de banque. Oui. Si tu peux nous en dire plus, parce que je sais qu'il y a différentes possibilités, hypothèques, on en parle crédit logement, voilà, si tu peux nous en dire plus. On a deux possibilités. Enfin, on ne sait pas qu'on a deux possibilités. La banque va demander deux garanties. La première garantie, et on va passer rapidement sur ça, c'est l'assurance de prêt. Je suis malade, j'ai un problème de santé, j'ai un accident. Parlons-en justement, parce que là en ce moment c'est la tendance assurance chère,
elle augmente le coût. Est-ce que je peux changer d'assurance? Voilà, tu peux nous en dire plus, donc, ça intéresse. Donc, sur l'assurance, le banquier a besoin de se garantir de ses risques de problèmes de santé ou d'accident. Pour la bonne et simple raison que si vous ne travaillez plus par rapport à un problème de santé, il faudra bien que quelqu'un paye votre prêt. Et vous n'aurez pas forcément le même salaire. Donc ça, c'est la première garantie, c'est l'assurance. Donc on va couvrir le décès, la perte totale irréversible d'autonomie et l'interruption temporaire de travail. Ces trois garanties ont un coût. Alors, comme le disait justement Nicolas, avec les nouvelles lois maintenant, le banquier ne peut plus vous obliger à souscrire sa propre assurance. Alors quand je dis il peut plus, il peut toujours. Est-ce qu'il a tendance à te monter le taux? Alors ça, il peut plus le faire. Ça, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, mais après, le banquier reste le banquier. C'est lui le décideur final. Il peut très bien vous dire, écoutez, moi, votre assurance, elle n'a pas les garanties qui me conviennent, donc je ne la prends pas. Vrai ou pas. Mais en tout cas, il vous le dira. Parce qu'il faut savoir que la rémunération aujourd'hui la plus forte pour un banquier dans un prêt immobilier, c'est pas le taux, c'est l'assurance. Donc, quand on dit au banquier, je ne prendrai pas l'assurance chez vous, c'est comme si vous lui arrachez toutes les dents. Il ne pourra plus manger. Donc, pour qu'il puisse manger, il faut qu'il puisse avoir toujours cette assurance. Donc, on peut souscrire l'assurance du banquier initialement, mais on peut en changer quand on veut, la première année. Après, on peut en changer quand on veut à date anniversaire. Mais ça fera, je pense, l'objet de notre podcast, parce qu'on pourrait tenir en débattre, une demi-heure. Par contre, est-ce qu'il faut, on va revenir après sur tout ce qui est frais de garantie, etc., mais est-ce qu'il faut anticiper alors je sais pas, je crois que tu le mets en place, de pré-remplir une demande d'assurance pour déjà connaître son coût. Quand on présuppose que nos clients vont avoir des problèmes de santé, ou qui sont, alors je vais en parler aisément, et toi aussi, quand on a passé la quarantaine, oui, effectivement, on va faire remplir un questionnaire de santé qu'on va soumettre à l'assureur pour voir si on va être surprimé ou pas. Alors, on a souvent des cas de cholestérol, d'hypertension, des opérations de genoux ou d'autres opérations qui vont faire que ça peut augmenter le coût de l'assurance. Donc effectivement, on va être vigilant là-dessus, parce qu'après, on peut rentrer, si l'assurance est trop chère, et comme les taux sont bas, on rentrera dans une autre problématique qui sera la problématique de dépassement du taux d'usure. Mais c'est des cas très spécifiques et techniques, donc on en reparlera peut-être un peu plus tard. C'est peut-être plus pour aussi aujourd'hui des personnes âgées. D'un certain âge, au-delà de 60 ans. Voilà, tout à fait, ça devient plutôt compliqué d'emprunter. Donc si on revient, on a beaucoup digressé, mais si on revient sur le domaine sur des notre frais. sur notre base des frais de la garantie, des frais de banque et frais de garantie. Donc première garantie, l'assurance. Voilà, on a fait un topo. Deuxième garantie, si vous ne payez pas, le banquier a besoin de s'assurer qu'il est créancier prioritaire pour saisir votre bien, le mettre en vente, le vendre et se rembourser ce que vous lui devez. Là, on va avoir 3 types de garanties. Le premier type de garantie, qui est la garantie la plus classique, mais pas forcément la plus répandue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les garanties réelles, hypothèques ou privilèges de prêteurs donniers, qui vont se souscrire directement chez le notaire au moment de la signature de l'acte de vente définitif, et où vous allez dire dans le contrat que vous allez signer qu'effectivement, si vous ne payez pas, le banquier à première demande pourra saisir votre bien, le vendre et se rembourser. Deuxième garantie. Pour te stopper, celui-ci, tu le préconises à l'échelle d'entreprise pour se protéger. On peut le préconiser sur des chefs d'entreprise qui veulent protéger leur patrimoine personnel, mais on peut aussi le préconiser pour une question de coût. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais ces garanties réelles peuvent s'avérer certaines fois moins chères que des organismes de cautionnement, notamment s'il y a de l'apport dans le projet. Parce qu'il y a de l'apport sur le projet. C'est une mauvaise idée que c'est plus cher. Oui, on a une mauvaise idée que c'est plus cher. Ça peut être le bon compromis dans le cas où vous avez de l'apport dans le projet, donc on finance que de l'immobilier, donc on ne sera pas sur une hypothèque, mais on sera sur un privilège de prêteur denier, un PPD, qui est moins cher qu'une hypothèque. Et en plus, si vous êtes sûr que vous n'allez pas revendre, parce que si vous ne revendez pas, vous n'aurez pas de frais de main levée à payer. Donc là, on va avoir un coût de garantie qui serait inférieur aux organismes de cautionnement. Donc deuxième garantie, on y est, les organismes de cautionnement. Les plus connus, Crédit Logement, SACEF, un peu moins connu, AXA qui est l'organisme de cautionnement du Crédit Mutuel, avec la CNP. Il y a aussi la CAMCA. La CAMCA au Crédit Agricole, tout à fait, et aussi au LCL. Étant donné qu'LCL et Crédit Agricole sont des cousins maintenant. Ces organismes de cautionnement ont 2 effets
pour vous. Le premier effet, c'est que le banquier aujourd'hui va vous systématiquement interroger sur le risque de cautionnement. Ça va lui permettre de déléguer le risque. S'il délègue le risque, ça veut dire que ce n'est pas lui qui est porteur du risque, mais un risque de cautionnement qui va lui dire, écoutez, monsieur le banquier, j'ai fait le choix de prêter à ces... Vous pouvez prêter à ces clients. Si vous ne payez pas, c'est moi qui vous rembourse. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas payer et que vous serez sauvé. Ça veut dire que l'organisme de cautionnement va payer la banque et après va se retourner contre vous, hypothéquer votre bien, le revendre et se rembourser. Donc ça sera strictement la même chose. Alors vous allez me dire, quel intérêt ? L'intérêt, c'est que si vous revendez, vous n'avez pas de frais de main levée. Donc vous allez économiser une petite part. Et deuxième intérêt, qui est vraiment spécifique avec l'organisme de cautionnement Crédit Logement, qui est utilisé par la moitié des banquiers, des généralistes de la place, 70% de la somme investie va vous être remboursée à la fin du prêt. Mais attention, on va parler de 2 500 €, 70% 1 400 qu'on va vous rembourser dans 25 ans. Donc, oui, donc tout se calcule en fait. Tout se calcule effectivement. Parce que si on le laisse en euros constants, 1 400 € en 2019, ça vaut combien en 2039 ? Exactement. Ça vaut pas grand-chose. La troisième étape, mais là qui est la troisième garantie, mais qui est destinée simplement à une petite part de la population, à ceux qui ont des placements en assurance vie, ça va être le nantissement. On va aller nantir des contrats assurance vie, ça veut dire qu'on va mettre en bénéficiaire la banque, et si vous arrive quelque chose, le banquier se servira directement sur le contrat assurance vie. Bon, c'est peu pratiqué, c'est pas forcément très aimé par les banquiers, et surtout par les héritiers. Donc merci pour ces précisions. Maintenant, on a parlé frais de banque, frais, tout ce qui est garantie. Par contre, si on parle de l'offre en elle-même, alors on ne va pas l'aborder précisément, mais est-ce que les questions qui se posent, est-ce qu'on peut moduler son taux ? Est-ce qu'on peut arrêter en plein milieu d'un prêt si on a un pépin, faire un stop, comme on dit donc, Suivant les banques, on va avoir des grandes clauses qui vont se retrouver dans toutes les offres de prêt. Alors, ça va être les clauses de modulation, c'est-à-dire que je vais pouvoir augmenter ou diminuer ma mensualité pour jouer sur ma durée. Alors après, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va avoir les clauses de stop de mensualité, de pause mensualité. Vous avez un coup dur, par exemple, Crédit Agricole, pendant 6 mois, vous stoppez vos mensualités. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne payez rien. Ça veut dire que les intérêts que vous n'allez pas avoir payés, le Crédit Agricole ou la banque chez qui vous êtes va les prendre, va les étaler sur le capital restant dû et va les étaler sur la durée restante. Donc ça a un coût, mais effectivement, ça va permettre de vous laisser le temps de souffler si vous avez un coup dur. Il faudra aussi, il y a autre chose qui est à négocier, qui n'apparaît pas dans toutes les offres, c'est les frais de pénalité de remboursement anticipé. Je vends mon bien, je solde le prêt avec l'argent d'un héritage, une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit, une prime. La loi autorise le banquier à vous prélever 3% du capital remboursé ou 6 mois d'intérêt. Alors maintenant, on n'utilise plus la formule des 6 mois d'intérêt parce que c'est au plus favorable pour l'emprunteur. Et ces 6 mois d'intérêt, il s'avère qu'avec les taux qu'on a actuellement, qu'on a vu au début, aux alentours de 1%, ça ne représente rien du tout. Donc avant, les clients étaient vraiment férus de négocier cette clause-là. Maintenant, ça se fait un petit peu moins. Maintenant, ils se sont assouplis, quoi. Ils se sont assouplis, mais... Parce que le taux est tellement bas. Exactement. On paye tellement peu cher qu'on peut lâcher là-dessus. Certains en font un cheval de bataille, ce qui peut se comprendre quand on se dit, je sais que mon grand-père va décéder et que je vais toucher de l'argent. Je vais avoir une rentrée d'argent, elle est sûre et certaine. J'ai une autre maison qui va se vendre, je vais avoir une rentrée d'argent sûre et certaine. Oui, là, effectivement, je négocie parce que si je peux économiser 200, 300 €, ça se prend. Et je sais que ça va arriver. Donc là, partant de là, ce n'est pas un problème. Après, une offre de prêt reste une offre de prêt. On parle exclusivement de taux fixe, bien entendu. Les taux sont tellement bas qu'on est exclusivement sur du taux fixe. On a parlé de la modulation. Alors la modulation, elle va être variable chez tous les banquiers. Elle va pouvoir se mettre en place chez certains banquiers comme Société Générale, Banque Courtois, au bout de 6 mois. Et on va pouvoir moduler de plus ou moins 24 mois. Chez d'autres, comme le CIC, ça va être plus ou moins 5 ans, mais au bout de 2 ans. Donc chacun a ses spécificités, mais grosso modo, le principe est le même. La modularité. J'ai ma mensualité, ça passe bien dans mon budget, je veux l'augmenter, je dis à mon banquier, vous diminuez ma durée et j'augmente ma mensualité. Ça passe pas bien, j'ai un coup dur, je vais voir mon banquier, je lui dis, je voudrais baisser ma mensualité de 100 €, et il va vous dire, ok, c'est possible, ça va vous augmenter votre durée de tant de mois, vous signez un avenant et c'est terminé. Et déjà, merci pour ces précisions. Une autre donnée importante, souvent on parle d'intérêt intercalaire, de différé. Quand on a un coup de cœur, alors je pense qu'il faut peut-être séparer 2 coups de cœur, celui d'un terrain plus construire sa maison. Ouais.
et celui d'un achat dans l'ancien que l'on pratique, puisqu'on diffuse via notre site internet bordeaux.fr, pour ne pas le préciser. Petite pub entre-temps. Voilà, c'est nous en dire plus sur ces questions. On va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des différés. Des différés, c'est ni plus ni moins que des reports. On va avoir deux types de différés. Soit un différé total, dans ce cas-là on reporte tout, intérêt et capital, donc on ne va payer que l'assurance, soit des intérêts, soit d'un différé partiel. Là on paiera intérêt et assurance, mais on ne paiera pas le capital. On peut faire ça dans deux cas. Quand on achète de l'ancien et qu'il y a des travaux, on dit à la banque, écoutez, moi je vais garder mon loyer, donc je ne vais pas pouvoir payer mon loyer la nouvelle mensualité. Après, le choix d'un différé partiel ou d'un différé total va se faire en fonction de ce qu'on va pouvoir payer. On va prendre un exemple. Un couple qui gagne 3 000 €, ils ont un loyer de 600 €. Ils vont nous dire, moi je peux monter à 1 000 € par mois en gardant mon loyer. Là, on va leur dire, attention, on va faire un différé partiel parce que ça va vous permettre de payer 400 € au maximum d'intérêt. Plus l'assurance, ça va être 1 000 €, ça sera la mensualité que vous aurez après. Donc ça ne va pas vous mettre hors jeu. Si le couple a 1 000 € de loyer et qu'on doit les faire monter à 1 500 avec un différé partiel, on va dire attention, on va rester avec votre loyer à 1 000 €. En revanche, on va partir sur un différé total, vous ne paierez que l'assurance et comme ça, vous êtes serein. Quand on reporte les intérêts, ça ne veut pas dire qu'on ne les paie pas. Non. Ça veut dire qu'on les reporte. Donc, on va les cumuler. Exactement. C'est tout à fait ça, Nicolas. Tu dois faire un peu de vente en l'état futur d'achèvement et de la défiscalisation. Un petit peu. Ça m'arrive. Donc, on va cumuler ces intérêts sur un compte courant pour être un peu imagé. Et admettons, ça dure 24 mois. Pendant 24 mois, vous avez acheté votre terrain, vous avez fait votre construction, vous n'avez rien payé à la banque, vous avez tout cumulé. On a une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est plutôt pas mal. Sur un prêt de 200 000 €, sur un différé de 12 mois, on estime que le coût des intérêts, c'est 3/5 d'intérêt annuel. Alors, j'entre un peu dans la technique. On a un prêt de 200 000 € à 1%. On calcule les intérêts annuels, c'est 200 000 fois 1%, ça fait 2000. Et pour calculer les intérêts liés à un différé total, 2000 fois 3 divisé par 5, 6000 divisé par 5, ça fait 1400. J'ai de la chance, j'ai pris quelque chose qui tombe rond. D'accord. Donc on va prendre ces 1400 et on va les étaler sur les 25 ans restants. Ça veut dire qu'au taux d'intérêt actuel, ça ne représente rien du tout. C'est ce que moi j'appelle le prix du confort ou le prix de la sécurité. Donc ça, il ne faut pas s'en priver. Mais ça, c'est au conseiller, qu'il soit courtier ou même l'agent immobilier, parce que je pense que l'agent immobilier doit pouvoir conseiller là-dessus, et je sais que tous nos collaborateurs chez Bordeaux sont capables de le faire, de faire une étude financière et de pouvoir conseiller les clients. C'est aux professionnels de pouvoir dire aux clients, oui monsieur, vous pouvez y aller parce que vous pouvez acheter ce bien-là, ce terrain, cette maison avec beaucoup de travaux qui a été le coup de cœur. Vous allez pouvoir, parce que vous allez continuer pendant que vous faites vos travaux, à avoir votre loyer. Et vous ne paierez pas plus cher parce que vous allez mettre un différé total en place. Et là, on va avoir des déclenchements d'achat parce que les gens n'ont pas forcément connaissance de ça. Donc le différé total, c'est vraiment intéressant parce qu'il va permettre à certaines personnes qui ne pensaient pas pouvoir aller sur des projets d'anciens avec beaucoup de travaux, de pouvoir se lancer là-dedans. Justement, comme maintenant tu es rentré dans le domaine de l'immobilier, donc tu as double casquette, agent immobilier et courtier en financement, il y a une tendance en ce moment, et je voudrais que tu nous donnes vraiment ton avis sur le pré-relais. Le pré-relais, aujourd'hui, beaucoup de personnes, je pense, s'y lancent, mais il y a quand même des préconisations maintenant que tu as la double casquette, et je pense qu'il faut en parler à nos auditeurs. Alors, le pré-relais, oui, il avait été passé de mode parce que on a connu dans les années, quand moi je débutais le courtage en 2005, on a connu des pré-relais qui étaient faits avec simplement ce que moi j'appelle la méthode du doigt mouillé. Donc on venait voir le courtier ou le banquier, on disait « Ma maison, j'ai décidé qu'elle valait 400 000 €. » Mais on ne demandait pas une estimation d'un professionnel. On en donnait la valeur qu'on voulait en tirer. Catastrophe. Ces clients-là, nous on leur a fait des prêts, les banquiers ont fait les prêts, en disant ok, sa maison elle vaut 400 000 €, mais sans avoir un professionnel ou plusieurs professionnels qui avaient dit voilà, ça vaut tant. Donc là on a été à la catastrophe, donc les banquiers ont resserré sur les pré-relais. Les pré-relais reviennent à la mode comme on le disait précédemment. Ils reviennent à la mode à condition d'être très cadrés, d'être bien encadrés, d'être bien accompagnés par un professionnel de l'immobilier. À partir du moment où un professionnel de l'immobilier va vous faire une estimation, il ne va plus la faire pour vous faire plaisir. Ou s'il l'a fait pour vous faire plaisir, c'est qu'il s'est planté, c'est que ce n'est pas un bon professionnel de l'immobilier. Donc quand on fait un pré-relais, première préconisation, je vais voir
un vrai professionnel qui me fera une estimation qui ne va pas être l'estimation qui va me faire plaisir. L'estimation du siècle, quoi. Voilà, qui va être l'estimation réelle. Et surtout, on ne va pas se dire, j'ai vu un terrain, j'ai vu la construction, il me faut 600 000 euros. Donc j'ai décidé que ma maison au fin fond des Landes à Jetmo, pour prendre un coin bien reculé, vaut 600 000. Elle vaut 600 000. Ça n'existe pas. Et si vous trouvez un agent immobilier qui vous fait ça, fuyez. Il faut un vrai professionnel qui fasse une estimation cohérente, véridique, et pas pour vous plaire. L'estimation, elle n'est pas là pour vous plaire. Par contre, les personnes, et on le remarque ensemble, et on a du mal à leur faire comprendre, c'est pas parce qu'on met en place un pré-relais qu'il faut se dire tiens, je vais vendre ma maison dans un an, au tout dernier moment. Surtout pas parce que, et tu le sais beaucoup, bien mieux que moi, la vérité du marché immobilier d'aujourd'hui n'est pas celle dans 6 mois ou dans un an. Ta préconisation maintenant. Pour moi, maintenant, je me lance dans mon prêt, je fais estimer, j'ai la bonne estimation et je mets en vente. Et je mets en vente et je passe locataire. Ah, mais complètement. Là encore, moi je suis quelqu'un de très sécure, c'est le prix de la sérénité. C'est le prix de la sérénité, ça veut dire que certains se disent j'ai 9 mois pour vendre ma maison, mon pré-relais il va durer 12 plus 12. Il peut durer jusqu'à 24 mois. Je vais être dans ma maison, dans ma nouvelle maison, et quand je suis dans ma nouvelle maison, je vais vendre. Mais rien ne nous dit, et personne ne vous l'écrira, que dans 12 mois, votre maison elle vaudra le prix qu'on vous l'a estimé aujourd'hui. Donc on court vraiment vers des désagréments ou pas, mais au moins quand on met en vente tout de suite, on sait le prix qu'on va en tirer. Et après on passe par une phase de location. C'est pas très grave. Après avec les taux bancaires, c'est pas très grave. On peut pas avoir l'argent du beurre et la crémière. Non, c'est impossible. Certains le tentent encore, mais ils passent quelques nuits blanches. Oui, on en a vu certains dossiers que l'on a récupérés où il y a un pré-relais qui tardait et là c'est le feu. Non, pas de nom. Non, mais ils se reconnaîtront. Oui, c'est le feu. Et il y a quelque chose vraiment à savoir, c'est que le banquier... Il y en a même qui arrivent à se déclencher double prêt. Ouais, complètement. Double peine. Complètement. Et ça va être de moins en moins le cas, ça sera moins en moins possible, parce qu'aujourd'hui, le banquier, lui, il a une garantie sur le bien que vous vendez. Si vous ne le vendez pas en temps et en heure, c'est terminé de proroger. Maintenant, il va vous dire, faut vendre, monsieur. Et comme lui, il a fait votre pré-relais en pondérant la valeur de votre bien à 70%, il va vendre au bon prix parce qu'il vendra 30% moins cher que vous. Donc on vend à la casse. On vend à la casse et le banquier il se rembourse parce qu'il n'est pas là pour faire, pour être sympa avec vous. Non, c'est pas des bénévoles, non, c'est pas des bénévoles. Ils ont besoin de se rembourser, mais ce qui se comprend aisément. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Maintenant, je voudrais que tu nous donnes un peu ta préconisation avec cette fin d'année aux futurs acquéreurs. Est-ce qu'il faut continuer à chercher comment on se place vis-à-vis d'une maison, puisque je pense que, comme tu l'as si bien dit, les banques ont fait le plein. Comment tu vois la chose? Alors, moi je vois la chose si demain j'ai un coup de cœur sur une maison, j'y vais pas, comment ça va se passer? Calme-toi avec ton coup de cœur. Avant d'avoir ton coup de cœur, il faut d'abord que tu aies vu ta banque ou un courtier pour te dire ton budget c'est ça. Ou alors ton agent immobilier qui est capable de faire du courtage. Si tu as ton agent immobilier qui fait du courtage, tu vois ton agent immobilier qui fait du courtage, tu lui dis ma recherche c'est tel bien. Lui il va te définir ton budget, il va mettre le budget en adéquation avec ton bien et il va dire ok, allez j'ai des biens pour vous, on prend la voiture et on va aller visiter tel bien parce que vous êtes finançable. Ça c'est primordial de le faire parce que ça permet au vendeur d'être assuré, il a en face de lui quelqu'un qui a une simulation, un préaccord qui dit ouais, il est finançable. Donc, je vais pouvoir lui vendre. 2, tu ne vas pas visiter des biens pour te faire plaisir et pour te dire « Ah là là, c'est la maison de mes rêves, tu y vas avec ta femme et puis finalement, tu vas lui vendre du rêve et tu ne pourras pas l'avoir. » Et ça, c'est hyper important parce qu'on voit des clients qui arrivent chez nous en disant « On a trouvé la maison de nos rêves, la campagne pour les enfants, l'école, le ci, le là, 300 mètres carrés, la piscine. » Et qui gagnent 3 000 € par mois pour un bien à 1 million. Quoi. On le voit, c'est pas une plaisanterie, on le voit. Après, Donc, la première chose, c'est ça. 1, je définis mon budget. 2, je le fais valider par un professionnel et après je visite. Et c'est sincèrement maintenant que les taux sont le plus bas. Si aujourd'hui on va plus bas, on ira sur les taux négatifs. En France, les taux négatifs n'existeront pas. Donc là, je l'ai dit au début du podcast, oui, ça fait 3 ans que je dis c'est le moment, mais là c'est vraiment le moment. Et c'est maintenant qu'il faut profiter des taux bas. Par contre, profiter des taux bas, mais c'est-à-dire aujourd'hui, quand je dis coup de cœur, demain, j'ai visité. Que préconises-tu par rapport, par exemple, au compromis de vente? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit
on a nos fameux amis notaires, banques et autres qui vous disent qu'au bout de 3 mois, on obtient une offre de prêt. Non, non, non. On espère que ça reviendra sur ces bases qui sont les bases classiques. Aujourd'hui, le taux de rotation d'un dossier chez un courtier, et voire même chez un banquier, c'est 4 mois et demi. Voilà. Et qu'il soit un dossier excellent comme un dossier Donc, moyen. vaut mieux signer un compromis aujourd'hui. Imagine, j'ai un coup de cœur, fin du mois, je signe un compromis. Il faut se laisser 4 mois, négocier avec le notaire, d'au moins laisser 4 mois. Ah oui, si tu signes un compromis qui plus est en fin d'année, il ne va rien se passer aujourd'hui entre le 10 novembre et le 31 décembre, il ne se passera rien. Par contre, je trouve, si on réfléchit bien, parce qu'on a nos deux métiers qui sont liés maintenant, je pense que c'est le moment d'acheter maintenant. Parce que si tu signes un compromis fin novembre, début décembre, tu vas arriver dans la nouvelle année des banquiers, et là, ils vont regarder de plus près ton dossier en janvier. Oui, parce que les banquiers sont des commerciaux. Donc, ils sont intéressés par faire du chiffre. Donc là, ils ont fait leur chiffre et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont une grosse activité. Donc, ils seront moins en appétit pour prendre un dossier en fin d'année. Par contre, en début d'année, ils auront retrouvé leur appétit. Et là, on aura, possibilité de négocier un petit peu plus, parce qu'il faudra faire tourner les compteurs des banques. Et 2, on aura beaucoup plus de réactivité parce qu'il faudra séduire le client. Là, aujourd'hui, tout le monde a mangé à sa faim. Donc, comme tout le monde mange à sa faim, personne ne va chasser. Mais par contre, il faut que le futur acquéreur et nos auditeurs chassent maintenant leurs biens immobiliers s'ils ont un projet. C'est maintenant. C'est maintenant Je trouve parce que c'est le moment opportun. le temps de visiter, sauf coup de cœur, bien sûr, vous pouvez signer le jour même, mais sauf coup de cœur, le temps de visiter, de contre-visiter, de prévisiter sur notre réalité virtuelle sur bordeaux.fr. Encore plus simple d'ailleurs. Ça va prendre un peu de temps, donc le temps après d'avoir un rendez-vous chez le notaire sur la fin d'année, eux aussi ont beaucoup d'activités. Donc ça sera des dossiers, ce qui va se signer maintenant se financera en début d'année prochaine. Donc on sera dans la plaque de ce qu'on vient de dire, et c'est réellement maintenant qu'il faut le faire, ouais, je suis d'accord avec toi. On arrive donc au clap de fin. Ton avenir, tu nous en dis plus par rapport au courtage, parce que maintenant que tu as intégré Bordeaux, tu es le gérant, est-ce que tu vas pas allier les deux activités pour Forcément, non, forcément, tout se passera chez Bordeaux, donc dans un futur proche. Donc vous aurez un service qui ira de A à Z avec de la visite virtuelle au financement de l'offre de prêt. Écoutez, ça va être la nouvelle tendance Bordeaux 2020, une option supplémentaire dans le courtage. Mais je te remercie de toutes ces précisions. Merci à toi. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine émission et merci de nous avoir écoutés et continuez. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.